Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Un format que je n'ai pas fait depuis un bon moment sur la chaîne, c'est le format du True Crime. True Crime comme vous préférez, les faits divers. Là je vais vous parler d'une affaire qui m'a personnellement assez retourné. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai voulu vous en parler ici sur la chaîne. Vous savez, ici on a l'habitude de voir des histoires d'horreur, mais dans un sens assez large. On va voir du paranormal, on va voir des affaires mystérieuses, on va voir des threads d'horreur Reddit. Mais là, ce que je vais vous présenter, c'est vraiment une histoire horrible. Je vous le dis tout de suite, si vous regardez cette vidéo pour dormir, quittez-la. Parce que les éléments que je vais vous présenter vont vraiment vous mettre très mal à l'aise. Pour le dire simplement, on va avoir affaire ici à la violence humaine à l'état brut. Vous comprendrez quand vous découvrirez cette histoire, peut-être que certains en ont déjà entendu parler, personnellement je l'ai découvert au cours de mes recherches. J'espère que cette vidéo vous intéressera, si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un j'aime sous la vidéo. Et n'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos qui vont sortir. Je vous invite également à me suivre sur Instagram qui s'affiche juste ici si vous souhaitez m'envoyer une histoire mystérieuse, flippante qui vous est arrivée, que ce soit du paranormal ou une rencontre plutôt malaisante. Vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram et j'irai découvrir tout ça pour le partager ensuite en vidéo dans un thread d'horreur abonné. Et vous pouvez également suivre mon aventure hors YouTube. J'espère que vous êtes bien installés et ensemble nous allons découvrir la terrible tragédie qui a frappé la ville d'Ogden. Ogden est une ville aux États-Unis dans l'état de l'Utah. Près de cette ville de plus de 80 000 habitants se trouve la ville de Salt Lake City ainsi qu'une chaîne de montagnes, la chaîne de Wasatch. C'est une ville qui n'avait pas d'histoire jusqu'à l'année 1974. Le 22 avril, à l'adresse 2323 Washington Boulevard se tient un magasin spécialisé dans l'équipement audio, le Hi-Fi Shop. C'était une journée plutôt tranquille pour les deux employés qui travaillaient là-bas. Stanley Walker, qui était âgé de 20 ans, et Michelle Hansley, âgé de 18 ans, qui travaillaient depuis peu, à peine une semaine dans le magasin, pour pouvoir faire des économies et payer son mariage, qui devait avoir lieu quelques mois plus tard. En fin de journée, alors que le magasin était prêt à fermer ses portes, trois individus à l'intérieur d'un van se sont garés devant le magasin. Ces trois individus étaient William Andrews, Selby Pierre et Keith Roberts. Keith Roberts était le conducteur et il est resté dans le véhicule alors que ses deux acolytes, eux, sont entrés à l'intérieur du magasin, armés tous deux d'armes de poing. Les motivations des deux hommes sont claires, braquer le magasin d'équipement audio. Selby Pierre et William Andrews conduisent les deux employés du magasin dans le sous-sol et ligotent leurs membres pour qu'ils ne puissent plus bouger. Les deux compères ensuite effectuent leur braquage, ils volent plusieurs appareils audio et alors qu'ils sont au cours de leur braquage, un jeune homme âgé de 16 ans, Courtney Nasbitt, qui était étudiant au lycée de Ogden, rentre dans le magasin pour remercier l'un des deux employés, Stanley Walker, de l'avoir autorisé à se garer sur le parking du magasin alors qu'il vaquait à ses propres affaires, qu'il n'était pas client. Surpris, les deux braqueurs se précipitent sur le jeune homme et l'emmènent au sous-sol rejoindre les deux otages. Plus tard dans la soirée, Orren Walker, le père de Stanley Walker, inquiet de voir que son fils ne rentre pas après le boulot, décide de se rendre au magasin pour voir s'il n'y avait pas un problème. Et lui aussi, comme le jeune homme de 16 ans un peu plus tôt, tombe devant les deux braqueurs. Lui aussi est fait prisonnier et est accompagné au sous-sol. C'est également le cas d'une autre personne encore. Cette fois-ci, la mère du jeune garçon de 16 ans qui était inquiète s'est également rendue au magasin et elle aussi, tombant nez à nez avec les braqueurs, a été faite prisonnière. Les deux braqueurs se retrouvent donc maintenant avec 5 otages au lieu de 2. Et les motivations des braqueurs sont claires. Il n'est pas question de laisser ces otages en vie. Effectivement, les otages les ont vus, donc ils pourraient rapidement ensuite aller à la police, faire des portraits robots, ce qui entacherait les projets des braqueurs. Leur but est de sortir de ce braquage avec un maximum d'équipement pour les revendre, se faire de l'argent et vivre leur vie sans être inquiétés de quoi que ce soit. Donc Selby Pierre envoie William Andrews vers le van avec lequel ils sont venus pour aller récupérer une bouteille vide. Une fois la bouteille ramenée dans les mains de Selby Pierre, il met un liquide très particulier à l'intérieur. Il met de la javel. Il a ensuite ordonné à l'un de ses otages, Orren Walker, de faire boire cette boisson, la javel, aux autres otages. Orren Walker, qui n'est pas aussi vicieux loin de là que les deux braqueurs, refuse catégoriquement. Et c'est quelque chose qui a mis en colère
Selby Pierre ainsi que William Andrews, donc ils l'ont jeté face contre terre et l'ont ligoté de nouveau. Les deux braqueurs ont administré donc eux-mêmes la javel aux otages. Et pour que les otages consomment la boisson sans rechigner, les deux braqueurs disent que c'est de la vodka avec des somnifères pour que les otages s'endorment et que eux puissent partir ensuite tranquillement. Mais comme vous le savez, il n'en était rien. Les otages commencent donc à boire ce qu'il y avait dans la bouteille. Et très rapidement, les premiers effets se font ressentir. Des ampoules apparaissent au niveau de la bouche des victimes. Leur langue et leur gorge les brûlent affreusement. Leurs lèvres commencent à peler, on commence à voir la chair en dessous de celle-ci. Certains, comme Michel Hensley, voyant les effets que cette boisson a sur les autres otages, supplient pour ne pas boire ce qu'on veut la forcer à ingérer. Mais ça, c'est quelque chose qui ne pose aucun problème aux deux braqueurs, parce qu'ils la forcent à consommer le produit. Les cris de douleur résonnent dans tout le sous-sol du magasin, et pour essayer d'atténuer ces bruits, essayer d'imposer un certain silence pour ne pas être remarqué, Selby Pierre ainsi que William Andrews essayent de mettre du ruban adhésif sur la bouche des victimes pour, d'une part, camoufler le bruit, mais d'autre part, éviter que les victimes recrachent la javel. Sauf qu'ils ont beaucoup de mal à mettre ce ruban adhésif parce que la peau des victimes, suite à l'ingestion de la javel, ne permet pas de faire tenir le ruban adhésif. C'est Orren Walker qui était le dernier à devoir boire la bouteille de javel, mais il a réussi à s'en sortir. Voyant tous les effets que ça avait sur les autres otages, il a mis un peu de javel dans sa bouche et il l'a recraché immédiatement et ensuite il a mimé ce que les autres otages faisaient qui eux souffraient réellement. Donc bien qu'il était quand même évidemment agressé par le produit qu'il avait eu dans la bouche, il avait beaucoup moins d'effet que ceux qui avaient dû vraiment avaler la javel. Selby Pierre, il avait un objectif en faisant consommer cette fameuse boisson à ses otages. C'était pas forcément de les torturer, même s'il prenait un malin plaisir à voir tous ces pauvres gens souffrir. Son objectif, c'était de les tuer. Mais il trouvait que la mort arrivait bien trop lentement à son goût. À part une souffrance horrible, les otages n'étaient pas mourants. Peut-être que si jamais ils avaient bu plus de javel, ou si jamais les braqueurs avaient attendu que le temps passe encore un peu, peut-être que oui, les otages seraient décédés suite à l'ingestion de la javel, mais ça ne se faisait pas en 5 minutes. Donc Selby Pierre, agacé par la lenteur des effets de la javel, a décidé de se servir de son arme à feu. Il a abattu Courtney Nesbitt, le jeune lycéen de 16 ans, ainsi que sa mère. Il les a abattus froidement, chacun, d'une balle derrière la tête. La mère est décédée sur le coup, mais le fils, lui, a miraculeusement survécu. Selby Pierre a ensuite tiré sur Orren Walker, mais il l'a raté. La balle a touché la tête de l'otage, mais elle l'a effleuré. Et après cela, Selby Pierre a tiré de sang-froid sur son fils, Stanley Walker. Lui, malheureusement, n'a pas eu autant de chance que son père. Il est décédé. Et ce n'est pas là que ce moment horrible s'est arrêté. Les braqueurs n'en ont pas fini encore à ce moment-là. Selby Pierre a ensuite emmené Michel Hensley dans un coin du sous-sol et sous la menace de son arme à feu, il l'a obligée à se déshabiller, rendant la jeune femme totalement dénudée. Et après cela, il a abusé d'elle à plusieurs reprises. Après son abus, il a ramené la jeune fille auprès des autres otages, ne la laissant même pas se rhabiller. Il l'a jetée face contre terre et il l'a abattue de sang-froid d'une balle dans la tête. Les derniers mots de Michel étaient « Je suis trop jeune pour mourir ». Alors qu'ils regardaient le macabre résultat de tout ce qu'ils avaient entrepris, les deux braqueurs ont remarqué que Orren Walker était toujours vivant. L'otage qui avait eu la chance de n'être qu'effleuré par la balle de son agresseur. Voulant en finir, Selby Pierre s'est posé sur Orren Walker qui était en souffrance et il a essayé de l'étrangler. N'arrivant encore une fois pas à mettre fin à sa vie, il a décidé de le torturer un peu plus en se servant d'un stylo-bille. Le braqueur a enfoncé le stylo-bille dans l'oreille d'Orren Walker et il l'a enfoncé si profondément qu'il lui a percé le tympan et il l'a fait ressortir par sa gorge. C'est après cette ultime torture que les deux braqueurs sont retournés au rez-de-chaussée, qu'ils ont terminé leur braquage et qu'ils ont donc embarqué tout leur butin avec eux. Après ces 2 heures qui ont donc composé un braquage, un abus, de la torture et des meurtres. Après le départ des braqueurs, sur les 5 otages, 2 sont encore en vie. Orren Walker, le père de Stanley qui était un employé, et Courtney Nesbitt, l'adolescent de 16 ans. C'est 3 heures plus tard que les corps ont été découverts. La femme d'Orren Walker, ainsi que l'un de ses fils, inquiets de ne pas voir Stanley et Orren rentrer à la maison, sont allés là où étaient supposément Stanley et son père, au magasin. Arrivé sur place, le fils d'Orren a entendu des gémissements venir du sous-sol. Il a défoncé la porte et c'est là qu'il a découvert les restes macabres laissés par les braqueurs. La police
est appelée, elle arrive très rapidement sur place et mène l'enquête. Les enquêteurs constatent qu'il y en a pour à peu près 24 000 $ de vol et les blessés sont immédiatement emmenés à l'hôpital pour être pris en charge. Il y a un des otages, la mère de l'adolescente de 16 ans qui n'était pas décédée directement après le coup de feu, qui s'accrochait à la vie, mais qui malheureusement a perdu la vie dès son arrivée à l'hôpital. Rapidement, la nouvelle qu'un crime atroce s'est produit dans un magasin a fait le tour de la ville, et quelques heures seulement après que cette nouvelle se soit répandue, il se passe plusieurs choses. D'une part, 2 adolescents qui faisaient les poubelles à côté d'une base militaire ont retrouvé des effets personnels appartenant aux victimes de ce crime. La police est donc contactée, ils viennent enquêter, alors qu'ils se rendent sur place pour voir ce qu'il en est, ils reçoivent un appel anonyme de quelqu'un qui se présente comme travaillant à la base militaire avec notamment Selby Pierre, qui était un militaire, tout comme ses acolytes. Et la personne qui appelle dit que Selby Pierre avait dit à plusieurs reprises qu'il voulait effectuer un cambriolage, et précisément le cambriolage du magasin où se sont passés tous ces événements. Donc la police commence à se diriger vers une piste plutôt concrète. Une fois arrivé sur place à la base militaire, il continue de fouiller les poubelles, et alors qu'il trouve d'autres preuves, d'autres objets appartenant aux victimes, il constate qu'il y a 2 hommes qui ont un comportement étrange par rapport à toute la population qui se sont regroupés autour de la police. Tout le monde est plutôt choqué, et les 2 hommes, Selby Pierre et William Andrews, sont en train de se quereller. Ils parlent très fort, et ayant un comportement plutôt étrange, la police décide de les interroger. Ils obtiennent un mandat pour pouvoir fouiller leur logement. Ils n'avaient pas de maison, mais ils vivaient dans la base militaire, donc leur sorte de chambre est inspectée, et là-bas, des preuves très concrètes les incriminant sont retrouvées. On trouve déjà un flyers publicitaire, une pub pour faire la promotion du magasin d'audio qui a été cambriolé, et on trouve également une clé, la clé d'un garage qui permet de stocker divers objets. La police va donc voir ce que contient ce fameux garage, et à l'intérieur, bingo, les équipements audio qui ont été volés sont là, et il y a également la fameuse bouteille qui avait contenu la javel et qui a servi pour torturer les victimes du braquage. Là, évidemment, on ne sait pas automatiquement que tous les objets trouvés dans le garage appartiennent au magasin qui a été cambriolé, sauf que des rapprochements sont rapidement faits, notamment avec des numéros de série. Plus de doute, l'équipement qui se trouve dans le garage est celui qui a été volé. Donc, les coupables, les responsables de l'atrocité qui a été commise dans le magasin sont maintenant bien déterminés. Sans doute, la police arrête définitivement Selby Pierre ainsi que William Andrews. Leur complice qui était dans le véhicule, Keith Roberts, a également été arrêté et ils ont tous été jugés. Ceux qui ont commis les tortures ont été condamnés à mort. Keith Roberts, lui, a simplement été condamné pour cambriolage, n'ayant pas participé à toutes les atrocités, mais ne pouvant pas vivre avec les atrocités qui ont été réalisées par ses acolytes, il s'est donné la mort une semaine avant que William Andrews soit exécuté par injection létale. Les survivants du massacre ont été marqués à vie par ce qui leur est arrivé. Le jeune adolescent de 16 ans, Courtney Nesbitt, a vu sa vie changer par ce qu'il a vécu, notamment par la blessure qu'il a eue à la tête. Il a dû abandonner ses études, il n'arrivait pas à avoir un travail et il est décédé à un âge assez jeune, à l'âge de 44 ans. De ses 16 ans à ses 44 ans, l'âge où il est décédé, Courtney Nesbitt souffrait toujours de douleurs chroniques suite à ce qui lui était arrivé. L'autre survivant, Orren Walker, est décédé dans les années 2000 à l'âge de 69 ans. Il a dit, quand il a témoigné de l'impact de ces événements sur sa famille, que le petit frère de son fils qui a été assassiné, traumatisé par le meurtre de son grand frère, a dormi pendant longtemps, vraiment très longtemps, dans un matelas dans la chambre de ses parents, tellement sous le choc, et qu'il a développé une phobie, la phobie des sous-sols. Et voilà les amis, on en a fini concernant cette affaire vraiment tragique, très sordide, cette affaire qui a marqué à jamais la ville d'Ogden, qui a marqué évidemment les habitants de la ville, mais qui a marqué évidemment aussi les victimes ainsi que leurs familles. C'est pour dire, ces événements ont totalement chamboulé la vie d'un jeune homme qui avait, avant que cette tragédie lui arrive, un avenir radieux qui se présentait à lui, et à cause de ce qui s'est passé, sa vie a été réduite à néant. Je parle bien sûr du jeune de 16 ans qui a subi une amnésie suite au traumatisme à sa tête et qui a été hospitalisé pendant quasiment
1 an à cause de ce qui lui était arrivé. C'est une affaire qui est vraiment horrible. C'est une histoire qui m'a beaucoup touché. J'ai pas voulu établir nécessairement un portrait des agresseurs parce que je trouve qu'ils ne méritent pas d'être mis en lumière. Je préfère plutôt qu'on se tourne vers les victimes qui sont très nombreuses et qui ont vraiment subi le pire. C'est le genre d'affaire, je sais que les propos que je vais tenir peuvent être entre guillemets choquants, mais parfois, peut-être que certains sont d'accord avec moi, quand on voit certaines affaires, et je parle pas du vol d'une orange ou quelque chose comme ça, on est content que certaines personnes aient reçu la peine de mort, et personnellement, dans cette affaire-là, j'ai aucune pitié pour les agresseurs, et pour moi le fait qu'ils aient été condamnés à cette sentence, je trouve ça plutôt juste. De toute façon ça aurait été ça ou la perpétuité, mais je me dis pas ça aurait été mieux la perpétuité. Ils ont eu ça par rapport aux choses horribles qu'ils ont réalisées, et c'est même pas des meurtres non prémédités, parce que les choses horribles par rapport à cette histoire aussi que j'ai pas forcément évoquée, mais pendant les procès des 2 individus qui ont été condamnés à mort, ils ont bien assuré qu'ils n'avaient pas prévu de tuer des gens, mais ils étaient prêts à le faire, c'est-à-dire qu'ils comptaient braquer le magasin, et ils étaient prêts à tuer tous ceux qui se mettraient sur leur route. Donc ils n'étaient pas à rentrer dans les lieux en se disant on y va pour tuer, eux ils y allaient d'une part pour braquer, mais si ils devaient le faire, sans hésitation, ils étaient prêts à assassiner des gens. Et Oren Walker, lui qui a participé à ces événements en étant une victime, il a eu l'impression que les 2 braqueurs prenaient du plaisir à torturer les victimes. Et moi, quand j'apprends que ces tueurs ont eu du plaisir à faire du mal, personnellement, je suis pas touché par le fait qu'ils aient été condamnés à une peine de mort plutôt qu'à une peine à perpétuité. Ça me va tout aussi bien. N'hésitez pas à vous à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je sais que certains auront peut-être des avis différents du mien. Après, ici, on est vraiment sur une affaire vraiment horrible, je trouve. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous la connaissiez? J'espère en tout cas que la vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un j'aime sous la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous souhaitez être notifié quand je sors des histoires d'horreur, du paranormal ou d'autres true crime, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous mets mon Instagram de nouveau juste ici si vous souhaitez me suivre ou m'envoyer une histoire qui vous est arrivée. Merci du fond du cœur d'avoir regardé la vidéo. J'espère que je vous en ai fait une bonne narration, que je vous ai bien présenté les choses. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!